Chers étudiantes et étudiants, nous sommes maintenant à notre deuxième leçon du module mathématiques 2. Nous allons voir cette leçon qui a pour titre suite de fonctions et nous allons voir là-dedans de nouvelles notions. Et vous voyez ici, comme vous voyez, nous allons voir de nouvelles notions de convergence. Je voudrais quand même rappeler une chose. Lors du module de mathématiques 1, nous avions vu, par exemple, pour les suites numériques, nous avions vu notion en convergence et un certain nombre de propriétés. Donc, nous avons parlé uniquement de convergence et non pas comme ici, nous parlons de convergence simple ou convergence uniforme. Cela signifie que maintenant, pour les suites de fonctions, nous allons avoir différents types de convergence. Ceci, en fait, relatif à l'ensemble des fonctions, qui est un ensemble, je dirais, un peu plus compliqué que l'ensemble des réels, et donc, nous allons avoir des convergences un peu plus compliquées. Bon. Alors, bien sûr, nous allons voir propriété des suites convergentes de fonctions. Ces suites qui convergent, ou bien simplement, ou bien uniformément, vont avoir un certain nombre de propriétés. Et à la fin, nous allons voir ce qu'on appelle les approximations uniformes classiques, et on va retrouver un certain nombre d'informations et de propriétés que nous avions déjà vues lors du module mathématique 1. Commençons donc par voir ce que c'est que des convergences simples et uniformes. Alors, nous considérons l'ensemble des fonctions définies sur un intervalle I de R, et bien sûr, à valeur réelle ou complexe, puisque, enfin, ça ne pose aucun problème. Alors, on prend BIK, c'est l'ensemble des fonctions qui sont bornées de l'intervalle I de R dans K qui est égal à R ou C. Convergence simple ou uniforme. Définition. Alors, on dira que la suite de fonctions, vous voyez, chaque fois qu'on fait ces deux signes, ça signifie que nous considérons des suites. Ça signifie que pour n égale à 0, je vais prendre une première fonction. Pour n égale à 1, je prendrai une deuxième fonction. Donc, c'est la donnée, une suite de fonctions, c'est la donnée, si vous voulez, c'est la donnée d'une fonction f0, d'une fonction f1, et ainsi de suite, fn, toutes définies sur I. Donc, ce qui change, c'est que dans le cas de suite numérique, nous avions un nombre réel ou complexe, U0, un autre nombre réel ou complexe, U1, et ainsi de suite. Donc, au lieu de considérer maintenant des nombres, nous allons considérer des fonctions. Alors, on dira que la suite de fonctions, alors remarquez ici, je ne n'écris pas de x, pour mieux attirer un peu l'attention des étudiants et des étudiantes. Ici, je n'écris pas de x, et vous voyez ici, j'écris un x. Alors, qu'est-ce que je dis? Je fixe un x dans I. Alors, si x est fixé, fn de x va être une suite numérique, réelle ou complexe. Donc, nous avions déjà vu qu'est-ce que c'est que la convergence d'une suite numérique. Donc, je fixe x et je demande à la suite fn de x d'être convergente, soit dans R et dans C. Qu'est-ce que cela signifie donc, converge simplement, comme vous voyez ici? Dire que la suite de fonctions converge simplement sur I, si seulement si que, pour tout élément de I, la suite numérique converge dans K. Donc, on va maintenant voir que x étant fixé, ça tend vers une limite, L, qui dépend de x. Et donc, dire dépend de x, on va dire, on a défini une fonction qui va de I dans K, R ou C, telle que à x associe L indice x. Donc, en chaque point x, fn de x tend vers L, donc c'est la définition de la convergence simple, et donc nous avons ainsi construit une nouvelle application G qui, à tout élément de I, associe la limite de fn de x. Alors, je ne finirai pas, si vous voulez, de répéter et de re-répéter un petit peu que x est fixé. Donc, x étant fixé, donc on va voir un exemple, fn de x est une suite numérique.
tend vers Lx, bien sûr, dans le cas de convergence simple, et ainsi on crée une fonction. Alors je vais prendre d'abord un premier exemple qui soit un peu simple. Je vais prendre fn de x égale à x à la puissance n. Alors, je vais prendre ça sur moins 1 plus 1, vous allez voir pourquoi. Ça c'est i. Bien sûr, i, on ne lui demande pas d'être ouvert, fermé, ouvert, semi-ouvert, semi-fermé, on doit être uniquement à l'intervalle. Alors vous voyez, x étant fixé dans i. Limite, quand n tend vers plus l'infini de x à la puissance n, c'est quoi? Rappelons-nous maintenant que la suite q à la puissance n est en fait la suite géométrique. Nous avions vu que la suite géométrique tend vers 0 si et seulement si la raison est strictement inférieure à 1 en module ou en valeur absolue. Alors évidemment, quand je vois ici x à la puissance n, c'est la suite géométrique de raison x. Donc, égal, puisque ici x est strictement inférieur à moins 1 plus 1, ça va être égal à 0. Qu'est-ce que nous avons démontré? Nous avons démontré que ici fn de x, donc la suite fn, converge simplement vers la fonction g où, quel que soit x appartenant à moins 1 plus 1, g de x, vous voyez, ce sont les limites simples, c'est égal à 0. Alors, nous allons traiter maintenant un exemple qui est presque le même. Je prendrai maintenant, au lieu de travailler toujours avec la même suite de fonctions, au lieu de travailler avec i, je vais dire i égale à r. Vous voyez, je change intervalle. Alors, x à la puissance n tend vers quoi quand n tend vers l'infini? Alors, nous savons que c'est la limite d'une suite géométrique de raison x, donc tend vers 0, si module de x est inférieur à 1. Et bien sûr, si x égale à 1, vous voyez, ça va être la suite constante x égale à 1, donc ça va tendre vers 1. Et si maintenant x est différent ailleurs, ça diverge. Donc, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on va dire fn converge simplement sur, vous voyez, moins 1 plus 1, maintenant avec un compris, vers la fonction g avec g de x égale 0 si x est strictement inférieur à moins 1 et plus 1, puis 1 si x égale à 1. Alors, cette propriété, d'ailleurs, on va l'utiliser après. Vous voyez, il est très très simple de voir que cette fonction g limite n'est pas continue. On verra tout à l'heure à quoi ça va être utile. Donc, je reviens un petit peu sur mon exemple tout à l'heure. Tout dépend de l'intervalle sur lequel je travaille. C'est très très important. Mais ici, en dehors de cet intervalle-là, il n'y a pas de convergence simple parce que les suites fn de x divergent. Donc, l'application g qui correspond aux limites qu'on appelle limite simple, ça va être la limite simple de la fonction. Donc, g de i dans R va être donc la limite simple de la suite de fonctions. Alors maintenant, nous allons voir qu'est-ce que cela signifie, la convergence uniforme. On dira que la suite fn de fonctions est uniformément convergente, et vous voyez ici que nous écrivons CVU, convergence uniforme. S'il existe une application G, bien sûr, ça ne peut être que la limite simple qui va de i dans R, c'est une partie réelle dans K, telle que, d'abord, à partir d'un certain rang fn-g borné. Alors, pourquoi dit-on un certain rang? Tout simplement parce que nous nous intéressons à n tend vers l'infini, et dans ce cas-là, ça ne nous intéresse pas trop ce qui se passe pour n égale à 0, n égale à 1 ou n égale à 2. En fait, ce qui nous intéresse, c'est pour n très grand. Mais surtout, vous voyez ici, limite du sup de fn-g sur i, moins g égale à 0. Bien sûr, ici, quand on ne précise pas le sup sur quel ensemble, bien sûr, nous travaillons sur l'intervalle i de R. Alors, on passe directement aux deux exemples qu'on venait de faire. Dans le premier cas, x était égal, i était égal à moins 1 plus 1, et g de x était égal à 0 sur i. Je prends donc fn de x
moins g de x, ben, c'est égal à x à la puissance n. Quel est le sup de cette quantité x à la puissance n en, attention, vous voyez, en module ou en valeur absolue. Alors, vous savez que x à la puissance n va avoir comme maximum 1 sur moins 1, 1. Donc, sup de fn moins g ici, c'est égal à 1. Est-ce que dans ce cas, la limite est égale à 0? La limite ici du sup de fn moins g est différente de 0. Donc, dans ce cas-là ici, fn ne converge pas uniformément sur moins 1 plus 1. Et, bien sûr, si elle ne converge pas uniformément vers la fonction g sur moins 1 plus 1, a fortiori sur un ensemble plus grand, elle ne convergera pas uniformément. Donc, la convergence uniforme, qu'est-ce qu'on demande? D'abord qu'il y ait une convergence simple, c'est le g. Ensuite, que quand je prends fn, je lui retranche la limite simple, il faudrait que le sup tende vers 0 quand n tend vers l'infini. Convergence sur un sous-intervalle, on vient juste de le voir un peu tout à l'heure avec un grand intervalle moins 1, 1 avec un compris et moins 1, 1 avec un non compris. Si j est un sous-intervalle de i, on dit que la suite fn converge simplement. Alors bien sûr, sur j, si la suite des restrictions de fn sur j converge simplement, on dira qu'elle converge uniformément sur j si la suite des restrictions de fn à j est uniformément convergente. On dira que la suite fn est uniformément convergente sur tout compact si je peux montrer que la convergence est uniforme sur tout intervalle fermé, borné. Alors j'ai dit tout intervalle fermé, borné de i. Parce que ici, i est censé uniquement être un intervalle de R. On ne suppose pas que i est borné. On ne suppose pas que i est fermé. On ne suppose pas que i est semi-ouvert ou semi-fermé. Mais ce qu'on impose, c'est que la convergence soit uniforme sur tous les compacts AB de i. Donc, c'est ça ce qu'on appelle converge uniformément. C'est un, je dirais, un style un peu particulier de la convergence uniforme. Si je n'arrive pas à avoir la convergence sur i tout entier, est-ce que, par hasard, je ne peux pas avoir la convergence uniforme sur tout compact? Alors, on va voir toujours notre exemple. Alors, notre exemple ici, c'est xn. Bien sûr, moins 1 plus 1 étant ouvert, prendre un compact quelconque, ça va être de la forme. Je vais dire, vous voyez, moins 1 plus 1. Il suffira de voir ce qui se passe pour, voyez ici, pardon, moins alpha plus alpha. Et alors, que se passe-t-il sur moins alpha plus alpha? Ici, sur moins alpha plus alpha, le sup de fn, rappelez-vous que g était nul, c'est égal à alpha à la puissance n. Mais alpha en module, bien sûr, j'ai pris ici alpha positif. Alpha est inférieur strictement à 1. Donc, dans ce cas-là, le sup lui-même tend vers 0. Limite de sup de fn moins f moins g est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a montré? Il n'y avait pas convergence uniforme sur l'intervalle moins 1 plus 1, mais il y a convergence uniforme sur tous les compacts, incluant l'intervalle moins 1 plus 1 ici. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que si parfois on n'arrive pas à avoir la convergence uniforme sur tout l'intervalle, on essaiera d'avoir la convergence uniforme sur tout compact. Critères de Cauchy. Vous avez vu aussi que pour différentes notions, nous avons toujours introduit cette notion de critère de Cauchy. C'est beaucoup plus pour être un peu rigoureux dans notre cours. Ce critère de Cauchy est très très rarement utilisé. Donc, on le fait, on donne la définition. Qu'est-ce que cela signifie que la suite Fn est uniformément convergente à partir du critère de Cauchy? Tout simplement, si pour tout epsilon, il existe n0, quel que soit n supérieur à n0, quel que soit p appartenant à n, la quantité Fn plus P moins Fn est bornée,
Et la limite supérieure de fn plus p moins fn, de la valeur absolue ou du module, est majorée par epsilon. Donc ça, c'est beaucoup plus pour information. Si jamais vous trouvez critère de Cauchy pour la convergence uniforme, ça va être tout simplement ceci. Ceci équivaut à dire, si vous voulez, que si c'est le sup qui est inférieur à epsilon, ça va être vrai pour tous les x. Donc la première partie est toujours la même. Si on veut ajouter ici x, je prends ceci est valable pour tous les x qui doit être inférieur à epsilon. Propriété des suites de fonctions convergentes. Alors, je prends maintenant une suite de fonctions à valeur complexe. Bien sûr, l'intervalle de travail est toujours R. Je ne suppose pas que I est ni compact, ni ouvert, ni fermé, ni quoi que ce soit. Bien sûr, comme nous l'avions fait pour l'intégration et pour la dérivation de fonctions complexes et tout, je prends Fn, est une fonction à valeur complexe mais avec une variable réelle, admet une partie réelle que j'appelle Gn et une partie imaginaire que j'appelle Hn. Alors, bien sûr, quand je dis Fn converge vers une certaine fonction G, cette fonction G qui est a priori à valeur complexe va avoir une partie réelle G, une partie imaginaire H. Donc vous voyez, alors la suite Fn converge simplement ici, ici c'est vers F, si et seulement si, la suite Gn converge vers G, cela signifie tout simplement que la suite des parties réelles converge simplement vers la partie réelle. La suite des parties imaginaires converge vers la partie imaginaire. Bien sûr, on peut changer ici converge simplement par converge uniformément ou aussi converge uniformément sur tout compact. Limite et convergence uniforme. Ça, c'est une partie qui est très très importante. Nous allons voir après comment on peut résumer cette partie-là. J'ai donc maintenant deux choses. J'ai une suite de fonctions, n. Alors, je ne vais pas écrire ça. Donc, n, ce qui m'intéresse, c'est n tend vers l'infini. Mais j'ai aussi fn de x. Ce qui m'intéresse, c'est x tend vers a. Donc, vous voyez un petit peu, nous avons deux problèmes. Le comportement de la suite de fonctions par rapport ou vis-à-vis de l'indice n qui tend vers l'infini, et le comportement pour un n fixé de fn de x par rapport à x. Donc, c'est comme si maintenant nous avons presque deux variables. La première variable, c'est l'indice n qui est entier, qui doit tendre vers l'infini. Et la deuxième variable, c'est x, qui, elle, j'ai envie de voir que se passe-t-il quand n tend vers l'infini, mais j'ai aussi envie de voir que se passe-t-il quand x tend vers a. Alors la question qui se pose, comment je vais commencer? Est-ce que d'abord, je vais effectuer la limite quand n tend vers l'infini, je n'aurai plus l'indice n, et ensuite, je vais voir ce qui se passe pour x tend vers a, ou est-ce que je vais commencer par fixer n et faire tendre fn de x, bon, quelque part, si vous voulez, si ça admet une limite, bien sûr, quand x tend vers a, ensuite, je fais varier n. Cette problématique est résumée un petit peu dans cette proposition qui est limite et convergence uniforme. Donc, vous voyez, si j'ai envie de faire cette opération-là, j'ai besoin quand même de la convergence uniforme. Alors, qu'est-ce qu'on suppose? On suppose que Fn converge uniformément vers une fonction g sur, bien sûr, l'intervalle i. Donc, la première hypothèse que l'on fait, c'est faire de la convergence uniforme. Je prends maintenant la limite
est fixée, je suppose que cette limite existe et c'est égal à un certain lambda qui, bien sûr, pour n fixé, dépend de n. Alors, donc, quelles sont les hypothèses? La suite converge uniformément vers G. Pour un n fixé, chacune des fonctions fn admet, vous voyez, une limite lambda n. Alors, on est obligé d'écrire lambda n, hein, parce que ça dépend de n. Quand x tend vers a. Alors, lambda n est convergente, c'est le résultat, d'accord, vers un certain lambda, élément de k, et ensuite, la limite de G. Vous voyez ici, G, il n'y a plus n. Quand x tend vers A existe et est égal à ce lambda. Très important. Donc, comment allons-nous revoir ceci? Vous voyez, c'est ce qu'on va faire. Limite, quand x tend vers A, de limite de fn de x, quand n tend vers plus l'infini. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pris d'abord la limite de la suite fn. C'est ça G. Ensuite, j'ai pris la limite de G quand x tend vers A. L'autre manière, c'est limite quand n tend vers l'infini, de quoi? De limite de fn de x quand x tend vers A. Ici maintenant, c'est les lambda n et la limite quand n tend vers l'infini des lambda n. Qu'est-ce que la proposition nous dit? Nous dit que c'est égalité. Donc, rappelez une chose, pour que je puisse faire ceci, j'ai besoin que pour toutes les fonctions fn, ces fonctions admettent une limite quand x tend vers A, mais j'ai aussi besoin que la suite de fonctions fn converge uniformément vers fonction g. Schématiquement, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait d'abord, donc ici j'ai commencé par limite quand n tend vers l'infini, c'est très important, hein, j'insisterai un petit peu là-dessus. J'ai commencé par la limite quand n tend vers l'infini, et ensuite la limite quand x tend vers A. Ici j'ai fait limite quand x tend vers A, limite quand n tend vers l'infini. La proposition dit que j'ai le droit, vous voyez, d'intervertir les deux limites, pas n'importe quand, dans des conditions qui sont très strictes, c'est que la suite de fonctions converge uniformément. Si j'arrive à montrer que la suite de fonctions converge uniformément, et si en chaque point la fonction fn admet une limite, alors j'ai le droit d'intervertir. Attention, si maintenant la suite ne converge pas uniformément, vous trouverez un petit peu sur le site Netuno, en cliquant sur MedNet Project, pour plus d'informations, vous trouverez un petit peu des exemples où quand la convergence n'est pas uniforme, nous avons le cas de différence. C'est ce qu'on appelle interversion des limites. C'est-à-dire, au lieu de commencer par n, on commencera par continuité et convergence uniforme. Alors, ici maintenant, ça semble très très simple, puisque finalement, la continuité, c'est une affaire de limite. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Là, on va dire, la suite de fonctions converge uniformément. Les fonctions fn sont continues en A. Si les fn sont continues en A, qu'est-ce que c'est que leur limite ici quand x tend vers A? Ça va être fn de A. Le lambda n, ça va être fn de A. Le théorème, qu'est-ce qu'il va nous dire? Cette limite-là, ça va être exactement égal à la limite quand n tend vers l'infini de fn de A. Cela signifie tout simplement que cette fonction va être continue. Donc, l'on résumera de la manière suivante. La limite uniforme de fonction continue est une fonction continue. Alors, il me vient à l'esprit déjà l'exemple que nous avions fait tout à l'heure. Rappelez-vous sur moins 1 plus 1, ici fn de x est égal à x à la puissance n. Ce sont des fonctions polynomiales, donc elles sont bel et bien continues. Mais la convergence n'est pas uniforme. D'accord? On le voit, g de x était égal, c'est la limite, 0,
si x est compris entre moins 1 et 1, et ça on l'avait dit, si x égale 1. G n'est pas continu entraîne que la convergence n'est pas uniforme. Convergence uniforme et fonction continue entraîne que la limite va être continue. Si maintenant la limite n'est pas continue, la convergence n'est pas uniforme. Alors, cette proposition est très importante, surtout pour montrer soit la continuité de fonctions g qui sont un peu compliquées, définies comme limite uniforme de fonction, soit pour montrer justement que la convergence n'est pas uniforme, parce que quoi? En utilisant la contraposée. La fonction n'étant pas continue, la convergence ne peut pas être uniforme. Donc, au lieu de faire, comme ce qu'on avait fait tout à l'heure, limite du sup de fn moins g quand n tend vers l'infini qui n'est pas nul, on aurait pu dire, tiens, g n'est pas continu, les fonctions, elles, sont continues, donc nécessairement la convergence ne peut pas être uniforme. Bien sûr, si les fn, maintenant, ce qu'on avait fait, c'était travailler en un point A. Maintenant, si les fn sont continus sur l'intervalle i tout entier, si la convergence est uniforme sur l'intervalle tout entier i, alors la limite g qu'on appelle limite uniforme va être continue sur i. Alors, ces propriétés vont rester valables dans le cas où on change convergence uniforme par convergence uniforme sur tout compact. En effet, quelle est la différence? Au lieu de travailler sur I, on va travailler sur un AB. Les fermés bornés. Cela entraîne donc tout simplement qu'on va avoir la continuité sur tous les intervalles fermés bornés AB de R. Bon, maintenant, nous allons passer, nous avons vu la relation avec la continuité et les limites, nous allons voir maintenant la convergence uniforme en relation avec la notion d'intégration. Alors, que nous dit cette proposition? Si fn est une suite de fonctions continues sur AB, alors pourquoi je travaille avec AB? Rappelez-vous tout simplement que la notion d'intégrale n'est valable que sur un intervalle fermé borné. Je n'ai plus le droit ici de parler de I. Je peux parler de I, mais en fixant un intervalle fermé borné, AB, sur lequel j'ai envie d'intégrer. Donc, une suite de fonctions sur AB. Maintenant, si vous voulez, converge uniformément sur T compact de I vers une application G. Donc, j'ai une convergence uniforme. Je vais l'écrire ici, Fn. Schématiquement, converge uniformément vers G sur AB. Bon, c'est ça ce qu'il faut retenir, hein. Ce n'est pas la peine de travailler avec tous les compacts. Et si, alors, la suite des primitives va être aussi uniformément convergente. C'est-à-dire, si x est inférieur ou égal à b, bien sûr, à a, intégrale de a à x de fn de t dt, ceci c'est une fonction qui est égale à grand Fn de x, ben celle-là aussi va converger uniformément vers une fonction, laquelle vers intégrale de a à... Alors je vais fixer x égale à b, donc vous aurez limite quand n tend vers l'infini de intégrale de a à b de fn de t dt va être égal à quoi? À intégrale de a, à b, de quoi? De g de t. Mais g de t c'était quoi? C'était limite quand n tend vers l'infini de fn de t. Qu'est-ce que nous avons fait finalement? Tout à l'heure, pour les limites, nous avions interverti les limites quand x tend vers a et la limite quand n tend vers l'infini. Ici, qu'est-ce que nous avons interverti? Ben, tout simplement, nous avons interverti la limite et le signe d'intégration. Limite de l'intégration dans le cas où on n'a pas la convergence uniforme. Faire attention, ce n'est pas une condition nécessaire et suffisante, c'est une condition suffisante. Dans certains cas,
même si nous n'avons pas de convergence uniforme, nous pouvons regarder ceci. De la même manière pour la limite et pour la continuité. Donc faire très attention, limite de l'intégrale égale intégrale de la limite. Tout à l'heure, limite quand x tend vers a de limite quand n tend vers l'infini, limite quand n tend vers l'infini de limite quand x tend vers a. Maintenant, nous allons passer à la relation entre la convergence uniforme et les dérivations. Ici, nous allons voir la relation entre la suite de fonctions fn et la dérivation de fonctions fn, mais auparavant, il faudrait quand même faire un certain nombre d'hypothèses. Vous voyez ici que je dirais pas je suis obligé, mais toujours je raisonne par conditions suffisantes. Je tiens quand même à supposer que la suite de fonctions sont toutes, vous voyez, F0, F1, F2, ainsi de suite, sont toutes de classe C1. Que ça signifie de classe C1? C'est que elles sont dérivables et leurs dérivées aussi sont continues. Alors, première hypothèse. Attention, maintenant, ce n'est pas Fn que je cherche à faire converger uniformément, c'est F'N. Alors, vous remarquez en fait que F'N est une fonction continue, puisque nous avions supposé quand même que Fn est de classe C1. Donc, F'N converge uniformément vers une certaine fonction G. D'accord? Donc, première hypothèse, F'N converge vers une fonction G. Il existe, on doit le vérifier, un I tel que c'est la suite numérique converge. Donc, vous voyez, en fait, on a l'impression que nous ne faisons aucune condition sur Fn. On a une condition très forte sur la suite des dérivés et on a une condition très faible sur la suite Fn. Quelle est la condition forte? La suite des dérivés converge uniforme vers une certaine fonction G. Et puis, en un point, au moins, Fn de x0 converge. Alors, qu'est-ce que nous obtenons? Ces deux hypothèses entraînent que Fn converge uniformément vers une certaine fonction f. Donc, vous voyez, la convergence uniforme des dérivés et la convergence simple en au moins un point entraînent déjà la convergence uniforme de Fn. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, f est dérivable et f' égale à g. Autrement, qu'est-ce que nous avons fait? Rappelez-vous, je prends les Fn, je les dérive, et ensuite, je prends la limite. Donc, je vais un petit peu isoler ceci. J'ai commencé par faire quoi? J'ai commencé par dériver, et ensuite, j'ai pris la limite, bien sûr, quand n tend vers l'infini. Maintenant, qu'est-ce que je dis ici? F' égale à g. C'est-à-dire, est égal limite de Fn prime. Qu'est-ce que nous avons fait aussi ici? Nous avons donc interverti le signe limite et le signe dérivé. Comme nous avions interdit limite quand x tend, interverti limite quand x tend vers a avec limite quand n tend vers l'infini, limite de l'intégrale avec intégrale de la limite, nous faisons ici la même chose, limite de la dérivée égale la dérivée de la limite, mais ici, nous avons besoin d'abord que les Fn soient de classe C1 et la suite des dérivés converge. Donc, vous voyez ici, f' égale h. Donc, comme j'ai dit, limite, la dérivée de la limite, c'est la limite des dérivés. Enfin, nous allons maintenant passer à quelques approximations uniformes classiques. Pour toute application continue par morceau sur AB, on a une suite uniforme
d'application en escalier. Rappelez-vous, en fait, ce résultat était pour nous très très important lors du cours ou la leçon de la construction de l'intégrale de fonctions en escalier, et puis après pour la construction de l'intégrale pour des fonctions qui sont continues par morceaux. On avait besoin, d'ailleurs on l'avait uniquement cité, toute fonction continue par morceau est une limite uniforme. Donc, nous, ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train, en fait, de mieux spécifier l'intégrale. Proposition. Tout à l'heure, vous avez vu, toute fonction continue par morceau peut être limite uniforme de fonction en escalier. Ici, maintenant, je prends une fonction continue et les limites uniformes d'application continue, mais affine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine? Bon, une fonction affine, c'est tout simplement quelque chose de ce type-là. AX plus B. Donc ici, on va dire AN plus BN. Dire affine par morceau, ça signifie que une courbe, finalement c'était ça, si vous voulez, on peut l'approximer ceci avec des morceaux, pardon, ici le dessin est très mauvais, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, la courbe peut être approximée par une suite de lignes polygonales. Ensuite, le théorème célèbre de Weierstrass, toute fonction continue sur AB est limite uniforme de fonction polynomiale. Alors, ces deux résultats sont très importants, si vous voulez, pour tout ce qui, vous verrez ça dans le futur, dans un certain module d'analyse numérique. Une fonction, par exemple la fonction exponentielle, on ne sait pas ce que c'est, puisqu'on sait faire plutôt, c'est les suites de fonctions, c'est les polynômes. Déjà, on a vu une manière d'approximer à l'aide de les formules de Taylor. On peut montrer en fait que la limite ici est uniforme. En fait, je prends une fonction continue sur C qui est T périodique, alors elle est limite uniforme sur C d'une suite de fonctions polynômes trigonométriques classiques, c'est-à-dire s'écrivant sous cette forme-là. On verra ça, et ça s'appellerait un petit peu le développement en série de Fourier. Ainsi, nous terminons cette leçon de suite de fonctions. Pour plus de renseignements et d'informations, veuillez vous connecter sur le site Netuno, cliquez sur MedNetU Project. Et merci.